Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des deux dernières étapes de la Vuelta. Alors, on fera un débrief complet de l'étape numéro 8, un débrief un petit peu plus court de l'étape numéro 7 qui se sont déroulées lors de ce dernier week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok et les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment des étapes de ce Giro 2024. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus elle est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec cette vidéo de la Vuelta Femmes. On va revenir déjà sur l'étape numéro 7 rapidement, cette étape numéro 7. On a failli avoir le même scénario qu'à Saragosse, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de vent, des plaines très découvertes, pas beaucoup de villages, pas beaucoup de maisons, pas beaucoup de spectateurs aussi, il faut bien le dire. Et on s'est retrouvé à avoir un moment, un petit vent de côté. Il y a eu des cassures à 40 km de l'arrivée plutôt, entre 40 et 30 km de l'arrivée, des cassures. Et puis ensuite, tout le peloton s'est regroupé avant une arrivée en bosse du côté de cette étape. Et dans ce sprint en boss, eh bien, Marianne Vos a été encore au-dessus du lot sur cette étape. Donc parmi les concurrentes au top pour cette journée, bien entendu Marianne Vos au-dessus. Tout simplement, Marianne Vos au-dessus cette année, elle marche sur l'eau dans ces sprints-là. Elle a retrouvé la puissance qu'elle avait auparavant. C'est vraiment là où, quand on regarde depuis 2017, c'est sur ces sprints-là en faux plat montant où elle était très très forte. C'est ce qu'elle avait montré en 2022. Si vous vous souvenez l'étape de Provins où elle avait fait la même chose, elle avait été très impressionnante sur le Tour de France 2022 sur ces sprints-là. Par contre, sur les sprints sur le plat, Charlotte Kohl, Lorena Vibas était meilleure. On voit quand même que elle a battu Lorena Vibas sur l'Amstel, donc elle a vraiment retrouvé des jambes de feu, Marianne Vos cette année. Enfin, c'est assez dingue. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est l'effet Jeux Olympiques, je sais pas si voilà, il y avait des choses qui se passaient pas très bien chez Visma The Bike jusqu'à l'année dernière, si ils ont retravaillé certaines choses, si elle avait perdu la motivation. Enfin, je ne sais pas ce qui a permis à Marianne Vos de progresser à ce point-là, de retrouver une bonne condition physique à ce point-là. Mais là, c'est quand même du très très solide. Ce qu'elle arrive à faire, c'est déjà sa quatrième victoire sur la Vuelta dans cette configuration-là, alors que c'est que la deuxième édition en configuration, 8 jours de course. Deuxième coureur top, c'est Faulkner. Faulkner, sur ces arrivées-là, avec des petites bosses, ça marche bien. Sur les montées plus longues, c'est plus compliqué pour l'américaine. Donc Kristen Faulkner a été là aussi très bien, parce qu'elle fait le début de la montée à l'avant. Bon, quand Marianne Vos accélère, elle ne peut rien faire, mais elle prend quand même la deuxième place devant des filles comme Vollering. Donc ça, c'est très très fort. Et puis Evita Music en 3. J'avais un peu peur sur cette étape-là pour Evita Music, en me disant oui, bon, arriver en boss, c'est peut-être un peu court pour elle par rapport au vrai sprinter. Et puis quand j'ai vu le vent, je me suis dit, oh, pas se faire avoir par un coup de bordure. Eh bien non, elle était plutôt bien placée pendant toute la journée. Ça s'est bien passé du côté de la FDJ Suez, donc une journée sans encombre. Du côté des flops sur cette étape-là, numéro 7 encore une fois, j'ai mis Castelline. J'ai trouvé, oui, je m'attendais un peu mieux. Il y a de Castelline sur cette étape-là. Je me disais, oh, c'est une arrivée assez puncheuse. Ça devrait plutôt le faire. La Movistar, je n'ai pas compris leur stratégie. C'est-à-dire que c'est une équipe qui roule à l'avant, notamment de la course, alors que Liane Lippert a quand même montré qu'elle était un petit peu juste. Donc je me dis, bon, d'accord, on ne vise pas sur Liane Lippert, on vise sur une autre concurrente. Même si, par exemple, il n'y a pas Sierra au départ, il n'y a plus Norsgaard aussi. Alors je me disais, bon, je veux bien qu'on mise sur une nouvelle concurrente. Je me disais, allez, pourquoi pas la petite Sheila Gutiérrez, qui avait montré des bonnes choses, je sais plus, sur l'étape sur l'étape des bordures, je crois, où elle prend la 5e place, Sheila Gutiérrez, et puis au final, Gutiérrez finit 68e, et Eliane Lippert fait 42. Donc je comprends pas pourquoi à un moment on a roulé en tête de course pour faire 42e de cette étape. Et puis en dernier flop, Blanca Vas. C'est vrai que je me disais, bon, vu ce qu'elle avait montré en début de course, Blancavas
avec la SD Borg, ça pouvait vraiment être une belle carte. Bon, au final, on a plutôt misé sur Demi Vollering, donc Blancavas qui a pris seulement la 15e place. Un peu trop long peut-être pour Blancavas cette montée. Pourtant, Misha Bredewald avait fait pas mal de boulot, mais c'était plutôt pour Demi Vollering. Étape numéro 8 désormais. Gros tempo de la Groupama qui a roulé pendant une grande partie de la journée. La DSM aussi qui a pas mal roulé pour Juliette Labousse. Au final, ça n'a pas marché tant que ça pour Juliette Labousse. Elle prend quand même la 4e place du général. Parce qu'ensuite, je n'en reparlerai pas plus de Juliette Labousse sur cette journée. Mais bon, du côté de la Groupama, du côté de la DSM, on est tombé sur un os avec Demi Vollering qui est parti à 6 km de l'arrivée et qui n'a jamais été reprise et qui a fait une démonstration dans le final. Pas de grosse différence au niveau du classement général sur cette étape. C'est-à-dire que les filles qui étaient en difficulté, elles ont continué à être en difficulté. Les filles qui étaient en forme, elles étaient en forme. Tout le monde était à peu près à sa place sur cette étape. Il n'y a pas eu de grand chambardement par rapport au général de la course. On regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! Les coureuses au top pour cette dernière étape. Je commence avec Vollering. Au-dessus Vollering. On avait des doutes quand même après la victoire quand même d'Evita Music. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop où était le niveau de forme. Certes, moi je pensais qu'elle était plus en forme que sur les classiques ardennaises, mais moi je me disais surtout que c'était Music qui avait été forte sur cette étape-là et Vollering qui n'avait pas été bien aidé par son équipe sur cette journée. Là aujourd'hui, je pense qu'elle voulait faire la différence et elle voulait que l'équipe fasse de telle manière. Et je pense qu'entre le briefing et la course, il n'y a pas eu de grande différence avec la stratégie. Alors que vous devez voir de temps en temps une mouche passer sur la webcam parce que les mouches sont toujours là alors qu'il fait moins 1000. Je ne sais pas pourquoi elles se sont réveillées à ce moment-là de l'année parce qu'il fait vraiment pas très chaud. Mais du côté de Vollering, oui, elle a été impressionnante parce qu'elle part à 6 km de l'arrivée et que tu vois très vite que personne ne peut la suivre. C'est-à-dire que personne n'est en capacité d'aller la chercher. Sur une montée qui n'était pas forcément très favorable à une fille seule parce que sur la fin c'était un peu plus roulant. Tu pouvais remettre du braquet et même dans cette portion-là, elle arrive à continuer à faire de l'écart. Et même dans les portions compliquées, on voyait qu'elle n'était pas sur le plus petit braquet. Donc elle est montée vraiment en puissance. C'est ce qui a fait, je pense, la différence avec certaines filles. Mais oui, elle fait une démonstration quand même sur cette dernière étape. Je pense qu'elle voulait gagner avec la manière. Et puis surtout, elle voulait gagner cette épreuve. Parce que l'année dernière, il y avait eu le Pipi Gate, que ça lui était resté en travers de la gorge. Donc là, elle voulait vraiment aller s'imposer. Elle a fait la différence, 30 secondes, même si sur le dernier kilomètre, elle reprend plus trop de temps. Elle était quand même, elle fait 5-6 km en solo. Elle fait l'attaque au bon moment, impressionnante sur la fin Demi Vollering. Donc belle victoire sur cette Vuelta. Deuxième Evita Music. Vu comment elle finit fort dans les 500 derniers mètres, Evita Music, je me dis, elle avait peut-être les jambes pour essayer de tenir un petit peu plus longtemps Demi Vollering. Mais peut-être qu'elle n'a pas voulu se mettre dans le rouge, tout simplement, Evita Music. Ça reste encore une belle performance, une belle deuxième place sur cette étape. Sur les arrivées au sommet, elle était quasiment au niveau de Vollering, quasiment. C'était la meilleure des autres, ça c'est clair et net. Derrière Vollering, c'était la meilleure. Elle aura des regrets, c'est ces 2 minutes perdues sur les coups de bordure, parce qu'au général, elle finit à 3 minutes 15, 5e, et tu te dis que sans ces 2 minutes de perdu, elle est devant Jeanne Marcus. Voilà, tout simplement, Evita Music. Donc ça fait mal. C'est ces 2 minutes-là perdues sur une étape de plat, parce que pas très bien placée, parce que pas très bien à l'aise dans ces situations de coup de bordure. Et comme l'année dernière où elle était déjà très forte sur la Vuelta et c'était sur le coup de bordure, elle avait perdu du temps et ça lui avait coûté cher parce qu'elle avait fini 6e. Là certes elle a été costaud, mais c'est vrai qu'au général elle est que 5e. Alors c'est déjà une belle 5e place, mais c'est vrai que elle avait vraiment les jambes pour aller chercher Marcus, pour aller chercher Longo Borghini qui était un petit peu en souffrance aujourd'hui. Longo Borghini qui s'est accroché et surtout il y avait
Elle pouvait aller chercher Juliette. La différence se fait vraiment sur ces coups de bordure. Donc ça, c'est dommage du côté d'Evita Music. Mais sinon, sur les arrivées au sommet, oui, elle a été très costaud. Et puis, elle a fait vraiment une très belle course. Pardon, hein, vainqueur à la Laguna Negra. Elle est quatrième à la Taux del Fuerte à Raqqa. Deuxième sur cette étape. Huitième également à Sigüenza sur l'étape 7. C'est-à-dire qu'elle est dans le top 10 des 4 dernières journées. Mais ce coup de bordure à Teruel lui coûte très cher au général. Donc on espère qu'elle ne fera pas la même erreur les prochaines fois. Elle sera sur le Tour du Pays Basque la semaine prochaine. Tour du Pays Basque qui durera 3 jours. On verra si elle sera en mesure de concurrencer de nouveau ses adversaires. Il y aura qui sur le Pays Basque? Il y aura Vollering encore, il y aura Neviadoma, voilà, il y aura toutes les stars du peloton qui seront de nouveau présentes pour cette épreuve World Tour. Donc ça sera l'objectif. Elle qui fait quand même un beau début de saison, Evita Music. Hein, 3e d'une étape du Tour de la Communauté de Valence, 9e du Trofeo Alfredo Binda, 10e de Strade Bianche, 2e du Grand Prix de Chambéry, 4e de la Flèche Wallonne, 15e de Liège-Bastogne-Liège. Bon, voilà, c'est du très solide. Et puis surtout, on a vu du côté de la FDJ une belle équipe, notamment avec Grace Brown qui a fait du gros travail aussi autour d'Evita Music. Donc on voit qu'il y a vraiment une structure qui est en train de se former autour d'Evita Music. Et puis avec cette victoire à la Laguna Negra, elle a montré un petit peu à tout le monde quand même du côté de la FDJ que certes, même si on recrute Demi Vollering, eh bien, il ne faudra pas oublier Evita Music, que ça ne sera pas seulement le numéro 2. Surtout que Evita elle a 24, Demi elle en a 27. Il y a quand même 3 ans d'écart entre les deux. Donc je pense que Evita elle voudra montrer ce qu'elle sait faire sur ce type. Elle a même pas 22, Evita Music. Si, elle a 24, pardon. Je pensais qu'elle était un petit peu plus jeune. Elle voudra montrer des grandes choses. Puis n'oublions pas également Juliette Labousse. Juliette Labousse qui est en fin de contrat. Hein. Vous ne savez pas, elle qui a fini à 4e. 4e également de la semaine internationale de la Communauté de Valence. 7e de la Flèche Wallonne. 8e de Liège-Bastogne-Liège. On verra si une équipe veut recruter Juliette Labousse. Ou si elle reste du côté de la DSM. Pour la concurrente française. On regarde tout de suite 3e coureur top. Alors, j'espère ne pas me planter dans son nom. C'est la polonaise Karolina Perekitko du côté de la Winspace. Très belle 11e place. Elle s'est vraiment bien accrochée dans cette étape de montagne. La concurrente polonaise 11e, elle avait fait déjà 17e à la Laguna Negra, elle avait un petit peu explosé sur la fin. Là elle a vraiment réussi à tenir la cadence jusqu'au bout, à rester dans son rythme. Alors c'est dommage parce que c'est une fille qui avait perdu pas mal de temps sur les premières journées. Bon, déjà le chrono par équipe, parce que c'est vrai que la Winspace était pas forcément la plus performante dans cet effort là. Mais même, elle faisait partie aussi des filles qui avaient perdu du temps à Saragosse, pas mal de temps même sur cette étape-là. Donc ça fait du bien de voir Perekitko. Et puis on se dit que la Winspace progresse. L'ancienne équipe du Stade Rochelet, formation seulement tournée sur les féminines. Et bien voilà, il y a une vraie progression. Il y avait un reportage de France 3 Région qui parlait de cette formation, qui disait t'es obligé de te professionnaliser. Bah oui, parce que actuellement, bon, le Continental n'est pas d'un très grand niveau, mais avec les nouvelles règles du CI, on va avoir une 2e division et une 3e division. Si tu veux faire partie de cette 2e division, donc avoir la possibilité d'intégrer les meilleures épreuves du calendrier, notamment les épreuves World Tour, il va falloir montrer ce que tu sais faire, et c'est l'objectif de la Winspace. De montrer qu'ils sont en possibilité d'aller en 2e division. Donc ça c'est ce qu'on va voir du côté de Perekitko, mais vraiment une belle course de la part de la Polonaise, très content pour elle. Et puis je termine avec Niedermayer. Alors on le connaissait, Bauernfan du côté de la Canet-Ostram. Ils ont la Bauernfan 2.0, c'est Niedermayer, encore plus jeune. Aussi performante, Antonia Niedermayer, 11e du général à seulement 21 ans. Et elle vient de les avoir, les 21 ans, elle les a eu les 20 février dernier. Elle est de 2003. Très belle performance de Niedermayer sur cette course, déjà 8e du Grand Prix de Chambéry.
Et puis on l'avait vu également 4e du classement des jeunes du Tour de la Communauté de Valence. Donc c'est bien du côté de Niedermayer qui avait fait 4e du Tour de l'Avenir en remportant le classement des jeunes de cette épreuve. 11e des championnats du monde également du contre-la-montre. Vainqueur d'une étape sur le Tour d'Italie l'année dernière lors d'une échappée. Championne d'Allemagne du chrono aussi. Donc voilà, il y a des résultats du côté de Niedermayer. C'est Bauer Fein avec 2 ans de moins, voilà, ou 3 ans de moins. C'est vraiment sur un profil assez similaire. Et elle a 3 ans de moins par rapport à Niedermayer. C'est vraiment le même profil quasiment jusqu'à la taille. C'est-à-dire que Bauer Fein fait 1m66 pour 53 kg. Et de l'autre côté, Niedermayer fait 1m63 pour 52 kg. Donc c'est vraiment quasiment le même profil. Il y a juste 3 ans d'écart. Et elles sont dans la même formation. Hein. Et elles ont le même parcours parce qu'elles ont commencé toutes les deux en 2022. Au départ dans l'équipe réserve qui était la Canyon SRAM Generation. Elles ont rejoint donc l'année dernière l'équipe Canyon SRAM de la même manière. Alors les résultats ont été un petit peu différents parce que Niedermayer en 2023 a certes eu un gap de performance par rapport à 2022, mais un peu moins important que ce qu'a fait Bauer Fein. Mais c'est vraiment 2 profils très intéressants et l'Allemagne retrouve des couleurs du côté du cyclisme international féminin parce que c'est vrai qu'on est un petit peu en difficulté après Ronnie Kasper. Et que là, on commence à retrouver des couleurs avec des filles qui sont en capacité d'aller jouer les grands tours. Et ça aussi, c'est très bien de revoir le cyclisme allemand au meilleur niveau. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. 2 bonnets d'âne pour cette étape. Je commence avec Mavi Garcia, qui est un petit peu le bonnet d'âne de la semaine. Elle a perdu un quart d'heure sur Voloring sur ce Tour d'Espagne. Jamais vraiment dans le coup. Hein. Mavi Garcia, ça a encore été compliqué aujourd'hui. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé pour Mavi Garcia, pour tout vous dire. Je pense qu'elle était pas au top de sa condition physique, ça c'est clair et net. Que sa préparation n'était pas optimale, ça aussi j'ai l'impression que c'était clair et net. Par contre, la question c'est de voir également est-ce que à 40 ans elle est encore en capacité d'aller jouer les premiers rôles. Ça a toujours été un petit peu plus compliqué sur les grands tours pour Mavi Garcia. Même si elle a eu des résultats hein, dans ces courses-là, mais c'est vrai que je me souviens notamment du Tour de France 2022 qui avait été très compliqué pour elle. C'est une fille qui a un peu plus de mal dans cet exercice-là, qui est meilleure sur des courses par étapes plus courtes, qui est meilleure également, je pense, sur certaines classiques. Mavi Garcia, et j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est de plus en plus compliqué sur les courses par étapes. Peut-être aussi que la récupération est plus difficile. Aujourd'hui, c'est vrai que vous récupérez mieux à 28 ans qu'à 40 ans. Ça a forcément, forcément l'âge a un aspect dans ce niveau-là de performance, donc c'est plus compliqué. Et je trouve que c'est vrai que sur ces 2 jours, elle est passée un petit peu à côté, Mavi Garcia. J'ai trouvé vraiment que sur ces étapes, c'était parfois très compliqué, donc dommage du côté de la concurrente espagnole. Et puis Sara Giganti également, du côté des Gensurance, qu'on avait beaucoup vu lors de la première arrivée au sommet, qui a un peu disparu sur cette étape. C'est vrai que je m'attendais à un meilleur classement général. Je trouvais qu'elle était plutôt pas mal en forme. Mais il y a encore une marche un peu trop importante pour Sara Giganti, l'Australienne, qui aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ait pris l'échappée, n'a pas réussi à faire mieux que 13e sur cette étape. Elle qui avait fait 5e à Araka en faisant une belle journée, mais sur l'étape de Sigüenza, l'étape de Venezuela, ça a été plus compliqué pour l'Australienne. 23 ans, encore un petit peu jeune, peut-être encore des progrès à faire du côté de sa gestion de course, parce qu'on voit qu'elle a bien démarré, et puis qu'à partir de la 5e, 6e journée, ça a été plus compliqué. Donc on verra ce que ça va donner. Sara Gigante qui ne devrait pas faire le Tour du Pays Basque. Pour l'instant, elle n'est pas annoncée sur cette épreuve à 23 ans du côté de la concurrente australienne. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!